À la fin du deuxième millénaire, l'Égypte est un colosse fatigué. L'empire qui dominait de la Nubie au Levant chancelle. Famine, révolte, invasion, tout s'accumule. Mais pendant que le Nil s'épuise, d'autres prennent la mer. Les Phéniciens, installés dans des cités comme Tyr, Sidon et Byblos, transforment la Méditerranée en une véritable autoroute commerciale. Dès le XIe siècle avant notre ère, ils établissent un chapelet de comptoirs, de l'Égée jusqu'aux colonnes d'Hercule, le nom de notre détroit de Gibraltar actuel, au seuil de l'Atlantique. Pourquoi un tel succès ? Parce qu'ils héritent d'un monde bouleversé, celui des peuples de la mer. Ces envahisseurs du XIIe siècle, qui avaient ébranlé l'Égypte elle-même, laissent derrière eux un savoir-faire nautique, une maîtrise des routes côtières, une audace maritime. Mais leur force est aussi économique. Ils transforment leurs terres étroites en richesses exportables. Huile d'olive, vin, tissu teint à la pourpre, parfums rares. Et surtout, ils participent à une révolution monétaire. L'or nubien perd de son importance. L'argent, extrait d'Asie mineure, des Balkans et bientôt d'Espagne, devient la nouvelle référence. Ainsi, tandis que la Méditerranée se métamorphose en un monde de marchands, l'Égypte, elle, observe avec envie, mais sans flotte, sans argent et sans relais solide. Déjà, elle semble en marge de l'histoire. Revenons en Égypte. Vers 1069 avant notre ère, Ramsès XI meurt. Avec lui s'éteint la lignée ramesside. C'est une fracture historique. Le pays se scinde en deux. Au nord, le delta, riche, ouvert aux échanges méditerranéens. Au sud, la Thébaïde, isolée, appauvrie, coupée de la Nubie et de son nord. Le cœur économique bat désormais au nord, et c'est là qu'émerge une nouvelle capitale, Tanis. Smendes, le premier roi de cette nouvelle ère, originaire de Mendes, épouse la fille de Ramsès XI pour légitimiser son pouvoir. Mais surtout il fait un geste symbolique, déplacer la nécropole royale à Tanis, loin de Thèbes et de sa vallée des rois. C'est une rupture civilisationnelle, comme si l'Égypte tournait le dos à ses ancêtres. Dès lors, l'histoire de cette époque sera celle d'un duel, Tanis au nord, ambitieuse et tournée vers la mer, contre Thèbes au sud, recluse mais gardienne des traditions. Pourquoi Tanis ? Parce que Pi-Ramsès, l'ancienne capitale des grands pharaons du Nouvel Empire, est engloutie par les alluvions. Ses ports s'envasent, ses monuments se disloquent. Tanis, elle, est bien située, sur un bras navigable du Nil. Smendes, puis Psousénès Ier, en font le nouveau centre royal. Psousénès règne près d'un demi-siècle. Il veut donner à Tanis des airs de Thèbes du Nord. Temple d'Amon monumental, murailles imposantes, rituels calqués sur la tradition thébaine. Mais derrière le faste, une vérité crue. La splendeur repose sur le pillage. Les monuments de Pi-Ramsès sont démontés pierre par pierre. Les tombes de la vallée des rois profanées. Psousénès lui-même se fait enterrer dans un sarcophage réutilisé, recouvert d'argent. L'or de Nubie a disparu. L'argent méditerranéen le remplace. Symbole éclatant d'une Égypte qui n'impose plus ses richesses, mais dépend du commerce maritime. Tanis incarne donc une ambition, restaurer la gloire des Ramessides en s'ouvrant au Levant. Mais ce pari se fait au prix d'un abandon progressif du Sud. Pendant que Tanis se veut capitale, Thèbes devient une forteresse spirituelle en repli. Privée de l'or nubien, la Haute-Égypte vit de ses terres. Les prêtres d'Amon, avec Pinetjem Ier, gouvernent en maître. Le temple devient un véritable État dans l'État, gérant des domaines, louant des terres comme un grand propriétaire foncier. Mais cette puissance nourrit les tensions. Menkhéperrê, fils de Pinetjem, doit réprimer une révolte de prêtres locaux par la force. Certains sont exilés dans le désert. Et pour protéger les dépouilles royales des pillages, les prêtres regroupent des dizaines de momies dans des cachettes secrètes, comme celle de Bab el-Goussou. À Thèbes, l'Égypte n'est plus conquérante, elle est sur la défensive, refermée sur ses traditions, dominée par un clergé puissant mais divisé. Pendant que Tanis rêve de Méditerranée, Thèbes conserve l'âme du passé, mais sans prise sur l'avenir. Mais Tanis a-t-elle les moyens de sa politique ? Le récit d'Ounamon nous donne la réponse. Prêtre de Thèbes envoyé à Byblos pour acheter du bois de cèdre, Ounamon est volé en chemin. Arrivé les mains vides, il tente de jouer de l'autorité d'Amon pour impressionner le roi Sicourbal. Mais celui-ci lui rit au nez. Il sort ses registres et lui rappelle « Tes ancêtres payaient pour leur bois,
toi aussi tu dois payer. C'est un tournant. L'Égypte, autrefois puissance militaire et économique, doit désormais mendier son bois et dépendre des navires phéniciens. À Tanis même, le pouvoir est fragile. Les impôts écrasent la population, comme le montre la plainte d'Ourmaï, un collecteur harcelé par sa propre administration. Pour financer leur projet, les pharaons vont jusqu'à piller les tombes thébaines. En réalité, la stratégie méditerranéenne est un mirage. L'Égypte ne dispose plus de flotte, elle n'a plus d'or, plus de prestige. Elle n'est plus la maîtresse de la Méditerranée, elle en est devenue une cliente.